Les Français ont acheté autant que les autres années, mais ils sont plus exigeants. L'économie au creux de la vague pourrait se redresser en 77, mais toujours le chômage. Les pavillons de complaisance cachent souvent des bidonvilles flottants. Le 4, le 20 et le 19 rapportent dans l'ordre près de 30 000 francs. La vie d'un conducteur de pousse-pousse au Bangladesh. Messieurs, bonsoir. Premier journal de 20 heures de l'année, nous avons ensemble franchi 77. Permettez-moi à nouveau de vous présenter les vœux de toute la rédaction d'Antenne 2. J'imagine que je ne suis pas le premier ni le dernier à le faire aujourd'hui. Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi, avait déjà souhaité hier soir une bonne soirée aux Français, tout en leur disant que le chemin ne serait pas facile. Et curieusement, ce matin, Jimmy Carter a employé pratiquement les mêmes termes pour baptiser 77 devant les Américains. Le président français, qui avait eu une pensée hier soir pour les déshérités, a voulu joindre l'acte à la parole ce matin en se rendant à déjeuner à Herblay, dans le Val d'Oise, dans un village de pauvres de ce que l'on appelle le quart-monde, c'est-à-dire les laissés-pour-compte de nos sociétés industrialisées. Un village du mouvement Aide à toute détresse, animé par le père Joseph, qui a pris le relais du travail de l'abbé Pierre. Le président de la République y avait été invité par une famille de 6 enfants, dont le père est OS dans une usine voisine. Voilà, c'est effectivement souvent en ces moments de fête que l'on mesure un peu plus le fossé qui sépare ceux qui vivent bien de ceux qui vivent en marge, le fossé du bonheur. Un seul exemple, un bilan, celui des achats de fin d'année. Vous allez voir que malgré la crise, les Français ont acheté largement autant que l'année dernière, autant mais différemment. Première constatation, les Français n'ont pas moins dépensé que l'année dernière, mais ils ont acheté avec plus de discernement. Dans le petit commerce, on n'a jamais vu de clients autant hésitants, rouspéteurs, mais finissant toujours par ouvrir le porte-monnaie. Les grandes surfaces annoncent une hausse globale de 20% par rapport à décembre 75, mais avec un ralentissement les derniers jours du mois. Cela peut s'expliquer par la situation excentrée de ces supermarchés et les mauvaises conditions météorologiques. Dans les grands magasins au centre des villes, le mois a été moins bon, plus 5% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Si l'on tient compte des 10% d'inflation, cela fait un chiffre négatif de 5%. Dans les magasins spécialisés offrant à la fois l'utile et l'agréable, un bon mois de décembre, jusqu'à plus 20% d'augmentation. Pour les produits à propos desquels on peut penser que tous les Français sont parfaitement bien équipés, on a continué à constater des évolutions très favorables. Et sur des produits comme des lave-linges, comme des réfrigérateurs, on a vu des évolutions favorables. Et par ailleurs, sur les produits dits de loisirs, qui sont particulièrement propices au développement en fin d'année, on a pu constater que la télécouleur marchait bien, que la hi-fi marchait exceptionnellement bien, mais aussi que les transistors, que les robots ménagers, qui font partie de l'équipement habituel du foyer, marchaient très bien. Dans ce secteur, en décembre 75, on avait noté une nette différence entre produits d'équipement et de loisirs, au bénéfice de ces derniers. Moindre écart cette année, les Français continuent à s'équiper sans pour autant renoncer aux loisirs. Par produit, l'alimentation est un secteur qui s'est bien comporté, les chiffres sont comparables à l'année dernière. Toutefois, pas de ruée de la clientèle, phénomène constaté traditionnellement en période de crise. On a vendu beaucoup de dindes, de foie gras, mais là encore, tout est relatif. 1023 tonnes en 76 de foie gras, d'oie et de canard, cela donne très précisément 57 grammes par ménage français. Des produits qui se sont très bien comportés, la confection hommes et femmes, l'ameublement, en bref, tous les articles utilitaires. En baisse, la confection enfants et les cartes de Noël. Pas de ruée sur les jouets, les chiffres sont comparables à décembre 75. Ce qui s'est très bien vendu, ce sont tous les personnages comme ceci, que vous connaissez certainement, les poupées qu'on habille pour les garçons, les puzzles qui sont très très bien vendus, vraiment très bien, et les poupées. Qu'est-ce qui a le moins bien marché? Ce qui a le moins bien marché, en général, c'est tout ce qui est les jouets dits scientifiques, les radios, les biologies, les chimies. Résumé donc, les bourses sont déliées comme à l'habitude, peut-être même un peu plus que l'année dernière, mais les Français n'achètent plus les yeux fermés, ils font davantage attention à la qualité, c'est un signe. Si l'on essaie d'extrapoler sur ce que seront les perspectives économiques de 77, il faut noter que les observateurs sont un peu moins dans le brouillard que les journalistes d'autres disciplines. Ils disposent en effet d'indicateurs, de compteurs relativement précis qui permettent d'envisager l'avenir. Regardez ce que donne la conjugaison des informations collectées par Hervé Claude et du savoir-faire de notre dessinateur Jacques Tourneur.
Lorsqu'on conduit une voiture, pour se rendre compte de son état de marche, il faut surveiller régulièrement les compteurs du tableau de bord. Et ainsi on peut se faire une idée de la manière dont elle se comportera au cours des kilomètres à venir. En économie, c'est pareil. Monsieur Barre, l'actuel conducteur de la machine économique française, doit avoir les yeux constamment fixés sur 4 compteurs. À partir des données qu'ils traduisent, on peut avoir une idée de la manière dont progressera l'économie française pendant les prochains mois. Premier compteur essentiel, celui des prix. Durant toute l'année 76 et surtout au deuxième semestre, il a traduit une surchauffe anormale. Le blocage des prix et les mesures anti-inflation n'ont permis de ralentir la hausse que tout à la fin de l'année. Ainsi, en 76, les prix auront progressé en France de plus de 10%, dépassant le seuil fatidique de l'inflation à 2 chiffres. Pour 77, un peu d'espoir tout de même, les experts prévoient que la baisse de la TVA, la stabilisation des cours des matières premières et le ralentissement de la hausse des salaires devraient permettre à l'indice d'être moins fort au début de l'année, 0,7% environ chaque mois. Deuxième compteur, le commerce extérieur. En 76, l'aiguille a été largement dans la zone rouge. La France a acheté à l'étranger beaucoup plus de marchandises qu'elle n'en a vendu. Le déficit dépassera 20 milliards de francs. Mais là aussi, plusieurs éléments permettent de penser que ce déficit va diminuer. Par exemple, le plafonnement des importations de pétrole ou encore une meilleure tenue du franc. L'INSEE pense ainsi que dès le printemps, le déficit se trouvera réduit à 1,5 milliard par mois. Troisième compteur, la production industrielle. Sur ce compteur, on peut lire à quel rythme tourne le moteur principal de la machine économique. En 76, le rythme a été plutôt bon. Jusqu'en septembre, la progression de la production s'est faite au rythme de 6% par an. Mais après septembre, il y a eu un ralentissement assez net. Et les experts, ceux de l'INSEE comme ceux de l'OCDE, prévoient que ce freinage va se poursuivre tout au moins au début de 77. Reste enfin le quatrième compteur, celui du chômage. Le million de chômeurs a de nouveau été dépassé en 76. Et les prévisions ne sont pas bonnes. Le chômage risque bien encore d'augmenter. En résumé, 77 ne s'annonce pas très bien pour l'économie française. En fait, la France sera très dépendante de l'économie mondiale et surtout de l'Amérique de Jimmy Carter. Si la reprise a lieu aux États-Unis, tous les autres pays, y compris la France, en profiteront. 77, là voudra donc dire, dans un certain nombre de cas, la poursuite de la ceinture et de l'effort. C'est notamment frappant dans l'exemple des économies d'énergie. Plusieurs fois, les ministres ont lancé des appels au civisme, plusieurs fois on a annoncé des dispositions, mais attention, aujourd'hui cela devient très sérieux. Au bout du Conseil, il y a la sanction. C'est très net dans 3 domaines. Les limitations de vitesse. Un rappel, les retours de demain vont être très denses. Le chauffage domestique, et puis surtout les vitrines allumées la nuit. Depuis quelques années, certains en prenaient à leur aise. Ce soir, attention, heure limite, 22 heures. Pour la limitation de vitesse, rien de changé. 90 km/h sur route et 130 sur autoroute. Mais attention, les contrôles sont renforcés et les infractions plus strictement sanctionnées. Pour l'éclairage, les illuminations autorisées exceptionnellement pendant les fêtes cessent ce 2 janvier à 22 h. La limitation à 20 degrés pour le chauffage n'est pas modifiée. Elle est bien connue du public, mais là aussi, les contrôles seront plus sévères. Le fioul domestique représente 30% de la consommation pétrolière. Le quota prévu était de 31,2 millions de tonnes. Il sera ramené dans les mois à venir à 30 millions de tonnes. Les mesures d'incitation d'économie d'énergie dans l'industrie vont être accélérées de façon à obtenir dès cette année des résultats. Une enveloppe de 1 milliard de francs est réservée aux prêts pour des investissements générateurs d'économie d'énergie. Enfin, toute incitation publicitaire à la consommation d'énergie est interdite. Toutes ces mesures prises par le gouvernement n'ont qu'un seul but, ne pas dépasser en 77 55 milliards de francs d'importation de pétrole. C'est encore de réveillon que nous allons parler, mais d'un réveillon amer. Car derrière notre titre, le salaire de la mer, il y a l'aventure peu commune des marins en grève d'un cargo panaméen bloqué depuis 3 semaines, pas très loin de Marseille, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le salaire de la mer pour ces hommes venus de tous les horizons, c'est le salaire de la misère, de la maladie et de l'ignorance. Jean-Marc Ilouz a passé sa nuit de réveillon avec eux. Et à travers leur histoire, nous allons retrouver cet incroyable problème des pavillons de complaisance qui permettent à une société de Hong Kong d'embaucher à Manille ou à Jakarta et de s'abriter derrière une législation libérienne ou panaméenne.
Dernier jour de l'année 76, 24e jour de grève pour l'équipage du Montego. Une soirée de jour de l'an loin de leur famille quelque part en Asie, mais en compagnie des marins de Port-Saint-Louis-du-Rhône. « 46 hommes, 3 mondes, chinois, philippins, indonésiens, ici près de Marseille, sur un rafio de 18 000 tonnes rongé par les années. Un salaire mensuel de 650 à 1000 francs par mois, pour l'essentiel perçu directement par leur famille, et environ 15 francs par jour pour acheter dans les ports de quoi se nourrir pendant les traversées. Vu de Manille, c'est beaucoup d'argent, mais au marché de Londres ou de Tokyo, c'est une autre histoire. Il fallait prévoir. Alors on apprend à faire provision de citron pour se prémunir du scorbut et tenir au moins un an, comme l'exige dans un anglais impeccable, un contrat que bien peu auront pu lire. Depuis quand n'avez-vous pas vu votre famille? 4 ans. Quand espérez-vous revoir vos enfants? Moi, j'aimerais pouvoir les avoir tout de suite ici, et après tout, c'est le nouvel an. À bord, pas de chauffage, des cuisines sans ustensiles, des sanitaires depuis longtemps inexistants, alors on a installé cette simple planche au-dessus des vagues. Les normes élémentaires de sécurité ne sont pas respectées. Pas assez de gilets de sauvetage ou pas de tuyaux dans ce bloc incendie. Car ici, la loi et la discipline sont celles du Panama, un petit pays d'Amérique centrale et surtout un paradis fiscal pour un 5e de la flotte mondiale, avec des salaires trop souvent 4 fois inférieurs aux tarifs internationaux et un immense réservoir de main-d'œuvre, le tiers-monde. Et chaque fois, un imbroglio juridique international fort propice à la violation des règlements du travail. Toutefois, depuis octobre dernier, une nouvelle convention internationale donne à l'équipage lui-même ou à un syndicat professionnel possibilité de demander une intervention des autorités locales quand l'hygiène et la sécurité sont menacées. Une disposition que pourrait bientôt invoquer la CGT de Port-Saint-Louis si l'armateur chinois du Montego reste sourd aux appels de l'équipage. De façon à ce que les armateurs, notamment les armateurs français, ne puissent pas dans un avenir très proche passer la flotte de la marine marchande française sous des pavillons de complaisance. Parce que dans les conditions dans lesquelles naviguent les marins des pays tiers, asiatiques ou autres, ça leur permet de les faire naviguer dans n'importe quelle condition qui ne respectent ni les normes de salaire internationales et ni les normes de sécurité. Une bataille qui commence à peine, financière face aux armateurs ou politiques, les pays de l'Est ne désirent guère permettre l'inspection de leurs bateaux. Aujourd'hui, une cinquantaine de navires semblables ou pires que le Montego sont en grève dans le monde. Pour les marins du Montego, le début d'un espoir. Voilà, quelques informations en bref. Georges Marchais, revenu aujourd'hui de ses vacances cubaines, va pouvoir prendre connaissance de la critique du Parti communiste chilien à l'égard des communistes français, critique diffusée dans la Pravda, et qui reproche à Georges Marchais d'avoir qualifié l'échange Corvalán-Bukowski de lamentable. Une année qui démarre bien pour les douaniers de Roissy. Un coup de filet leur a permis d'arrêter un passeur de drogue américain, porteur de près de 6 kilos d'héroïne. Et puis traditionnellement, un 1er janvier, le tiercé qui se déroulait à Vincennes. 3 noms, Guerre froide, Guépierre et Gadi, 3 noms et 3 chiffres, 4, 20, 19. Et puis pour les parieurs, une mauvaise surprise, ce matin, les bordereaux de tickets sont passés de 20 centimes à 50 centimes. L'année a bien commencé pour Albert Viel, président de la Société du cheval français, puisque 2 de ses chevaux sont à l'arrivée du tiercé. La piste ramollie par le dégel a complètement dérouté les favoris. Les premiers 1500 mètres ont été couverts assez lentement. Dans le dernier tournant, Guerre froide de 4 se détache irrésistiblement. Derrière elle, Codarling le 6 s'accroche, Guépierre, Casaque Noir, Toque Rouge fait un bon effort, ainsi que Gadi le 19. La ligne droite est abordée par Guerre froide très détachée. Pour elle, la course est déjà gagnée. C'est surtout pour les places que la lutte est indécise. Codarling le long de la corde cède complètement. Guépierre en pleine piste et Gadi à l'extérieur viennent très vite. Guerre froide passe le poteau victorieusement.
Guépierre s'empale facilement de la seconde place et Gadi de la troisième. 3 outsiders qui donnent la combinaison suivante, 4, 20, 19. Et Bernard Rapp nous disait tout à l'heure que le rapport était de près de 3 millions d'anciens francs pour 5 francs, dans l'ordre. L'actualité sportive étant cette fin de semaine des plus pauvres, nous sommes vraiment dans le creux de la vague. Aussi avons-nous choisi de vous diffuser des images d'un sport que l'on ne voit pas assez souvent et qui est très spectaculaire, le saut à ski. C'est en ce moment le concours des 4 tremplins. Nous vous diffuserons d'ailleurs en direct les 2 dernières épreuves, mardi et jeudi. Nous en étions aujourd'hui à la 2e épreuve qui se déroulait à Garmisch-Partenkirchen. Deuxième concours de saut à ski comptant pour les 4 tremplins à Garmisch. Hier aux essais, l'Allemand de l'Est Dušek et le Soviétique Saïtchouk avaient battu le record du tremplin avec des sauts légèrement inférieurs à 100 mètres. Aujourd'hui, avec 2 sauts remarquables, l'Allemand de l'Est Dannenberg, médaille d'argent au tremplin moyen Innsbruck, prenait sa revanche sur l'Autrichien Toni Inauer. Inauer, qui a réussi des sauts peut-être esthétiquement plus beaux que ceux de Dannenberg, mais nettement moins longs. 86,50 mètres et 90 mètres contre 93,50 mètres et 94 mètres à Dannenberg. Les 2 hommes sont donc à égalité. Une victoire partout, Inauer ayant gagné à Oberstdorf et Dannenberg ici à Garmisch-Partenkirchen. Le duel entre les 2 hommes promet beaucoup. Il pourrait être arbitré par un 3e concurrent, le jeune Allemand de l'Est, Harald Dušek, 20 ans, révélation de la saison, 3e aujourd'hui après avoir été 4e à Oberstdorf. À ne pas manquer donc les 2 prochains rendez-vous des meilleurs spécialistes mondiaux du saut à ski. Mardi et jeudi prochain, Jean-Michel Leliot sera pour vous à Innsbruck et à Bischofszell en direct sur Radio. Plusieurs avalanches ce week-end en raison du réchauffement de la température sur toute la France. 2 personnes ont été emportées par une avalanche dans les Hautes-Pyrénées alors qu'elles se promenaient à une altitude de 2600 mètres. Dans la région de l'Alpe d'Huez, un skieur a également disparu. Les CRS envoyés à son secours ont dû arrêter les recherches après avoir été victimes à leur tour d'une coulée de neige. Et puis le temps toujours à l'origine de l'accident de car qui a fait 25 blessés ce matin en Haute-Savoie. Gerald Ford, qui passe ses dernières vacances de président dans une station de sport d'hiver du Colorado, a déclaré qu'il demandait au Congrès américain de décider la transformation de Porto Rico en un État à part entière. L'île, qui jouit jusqu'à présent du statut d'État associé, serait alors le 51e État de la fédération. Jimmy Carter, qui doit succéder à Gerald Ford le 20 janvier prochain, a fait savoir qu'il était d'accord avec ce projet, à condition que les portoricains le soient aussi. Plusieurs centaines de combattants de l'organisation palestinienne Fatah ont participé hier soir à Beyrouth à un défilé au flambeau pour le 12e anniversaire de la révolution palestinienne. Le premier flambeau a été allumé par M. Yasser Arafat, qui a souligné dans un message que l'année 76 a été celle de l'élan révolutionnaire, malgré les souffrances et l'amertume. Et puis à Beyrouth, on a appris de sources officielles que le décret-loi imposant la censure pour toute publication au Liban entrera en vigueur lundi. À l'occasion de la 10e journée mondiale de la paix, le pape a célébré ce matin une messe dans une église de la banlieue de Rome. Le maire de la ville, M. Giulio Carlo Argan, qui est apparenté communiste, assistait à l'office. Paul VI a remercié M. Argan de s'être associé à cette invocation en faveur d'une concorde active et pacifique au seuil de l'année 77. C'est la seconde rencontre entre le souverain pontife et M. Argan qui doit être reçue officiellement lundi au Vatican. Et non point vivre pour pousser. Derrière ce titre énigmatique, il y a en effet l'histoire d'un jeune garçon de Dhaka, au Bangladesh. Profession pousse-pousse, comme on les taxis à Paris ou dans les grandes villes. Une équipe de l'A2 a partagé un jour de son travail. Et vous allez voir que même si les pousse-pousse de Dhaka ne courent plus devant leur petite cahute, aujourd'hui ils pédalent, vous allez voir que ce n'est pas vraiment très drôle.
5 heures du matin dans un bidonville de Dacca. Comme chaque jour, la mère de Jalal Ahmed prépare le repas pour toute la famille. 7 personnes, le père, la mère, une fille et 4 garçons. Le menu est le même tous les matins, du riz et du poisson. Et encore, on ne mange du poisson que les bons jours. Les jours où Jalal a bien travaillé, car c'est lui, Jalal, qui gagne l'argent pour toute la famille. Cela paye la nourriture, bien sûr, mais aussi le loyer de la minuscule cabane de tôle et de bambou où ils habitent, les livres d'école pour les autres enfants, les vêtements, enfin tout quoi. Le métier de Jalal, rickshaw, une sorte de chauffeur de taxi bengali. Avec cette différence énorme quand même par rapport aux autres taxis, Jalal pédale, lui, pour transporter ses clients. 6 heures du matin, sa journée commence. Elle va durer 8 heures, souvent plus. Le rickshaw, une sorte de tricycle avec une cabine pour les passagers, ne lui appartient pas. Il le loue tous les matins dans un garage de la vieille ville. 6h30, les premiers clients devant un des grands hôtels de la ville. 2 hommes d'affaires. Comme dans tous les pays du monde, ils sont pressés. Il faudra faire vite pour traverser la ville si l'on veut obtenir un bon pourboire. La course commence. La poussière déjà, bientôt le soleil et les embouteillages aussi, même à Dacca. Jalal a 20 ans, cela fait 4 ans déjà qu'il exerce ce métier. Il n'a pas réussi encore à mettre un seul taka de côté. Avec ses 2 premiers clients, il va recevoir la plus belle somme de sa journée, pourtant 5 takas, 1,50 franc. Et puis au fil des heures, le travail continue. D'autres clients, d'autres trajets. C'est un véritable esclavage, pourrait-on penser. Médicalement, c'est sans doute vrai. Le plus vieux des rickshaws de Dacca n'a que 45 ans. Tous paraissent au moins 20 ans de plus que leur âge. Fatigués, décharnés, les yeux dans le vide, à la fin de la journée, ils pédalent presque par réflexe, comme certains coureurs lâchés dans le Tour de France. Socialement, ce n'est pas un esclavage, disent les Bengalis. Le métier est difficile, c'est vrai, mais que feraient les 30 000 rickshaws qui travaillent à Dacca si on supprimait ce métier? 30 000 chômeurs de plus, sans compter leur famille. 20 centimes au kilomètre, évidemment, ce n'est pas beaucoup, mais au Bangladesh aujourd'hui, cela permet au moins de vivre. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on parfois en France. Au Bangladesh, il faut traduire, quand le prix du riz va, tout va. Jalal en sait quelque chose. En 1 an et demi, depuis l'assassinat du Cheikh Mujibur Rahman, le prix du riz a baissé de plus de la moitié. Ça va beaucoup mieux que l'année dernière et j'espère bien que ça va continuer. Bien sûr, je voudrais gagner plus. L'idéal serait le double, par exemple 40 centimes du kilomètre. Mais enfin, je n'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai du travail. La politique, le nouveau régime militaire du Bangladesh, Jalal, comme les autres Bengalis, ne veut pas tellement en parler. Par nature un peu, par prudence surtout, on ne sait jamais. Aujourd'hui, il a gagné 12 francs. Avec cette somme, il doit payer la location du rickshaw, 3 francs. Reste donc 9 francs pour lui et sa famille. Un rickshaw au Bangladesh, cela coûte environ 1200 francs. Jalal donc ne se fait aucune illusion, il sait très bien qu'il ne pourra jamais s'en acheter un. Alors demain matin, comme d'habitude, il retournera au garage et se remettra en selle à 6 heures, et cela pendant des années encore. Voilà, comme chaque jour à la même heure, un coup d'œil sur les prévisions de la météo. Aujourd'hui, pour aider les régions à communiquer entre elles, je vous signale qu'il a fait très beau et très doux sur Paris, que le verglas a presque disparu sauf en montagne, nous l'avons vu avec cet accident de car qui transportait des enfants, puis qu'il a beaucoup plu dans le midi. Demain, vous allez le voir sur la carte, le temps sera en général très nuageux et il pleuvra sur toute la moitié est. Il fera un petit peu plus frais sur la moitié ouest. Voilà, je ne voudrais pas vous quitter sans vous donner un conseil, celui d'être fidèle à notre antenne aux alentours de 22h10 pour une émission de variété qui s'appelle « On ne manque pas d'air ». Je vous dis ça parce qu'elle est signée par 3 journalistes, 2 anciens de la maison, Lescure et des jeunes, et un 3e qui travaille toujours ici, Michel Toulouse. C'est un homme important, mais qu'on ne voit jamais à l'antenne ce soir, en exclusivité mondiale. Vous pourrez voir sa tête donc vers 22h10. En attendant, bonne soirée à tous, merci de nous être restés fidèles, et tout de suite, le rappel des titres.
Bonsoir. Les Français consomment autant, mais mieux. Amélioration prévue pour les prix et pour le commerce extérieur. 4 bateaux sous pavillon de complaisance occupés par leur équipage. Près de 30 000 francs dans l'ordre et 3 400 francs dans le désordre. À 23h20, le dernier journal d'Antenne 2.